Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode, le podcast Le Jour J, donc le podcast du mariage. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Cécile qui... est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 44 ans, je suis propriétaire et gérante du domaine de réception La Closeraie. Mhm. Donc c'est un domaine qui accueille des événements privés, essentiellement des mariages, et également des événements professionnels, des séminaires, etc. la semaine. Ok, impeccable. Et puis on a aussi du coup Nicolas, que vous connaissez déjà, mais est-ce que tu veux te représenter un coup pour ceux qui débarquent? Nicolas Aubray, donc Passion Anime Events. Donc c'est avec moi que nous avons donc démarré avec Baptiste le podcast Jour J du mariage, un podcast donc dédié pour les futurs mariés et aussi également les différents prestataires, de manière à donc présenter justement des lieux comme ici dans lequel nous sommes aujourd'hui à la Closeraie, avec la chance d'avoir du soleil après avoir traversé 3 mois et demi de pluie. On avait l'averse tout à l'heure, mais du coup on a pu passer à travers. Donc j'espère que vous pourrez pleinement profiter du lieu. Du coup, pour revenir à toi, Cécile, j'aurais aimé du coup que tu nous parles un peu du lieu. Comment ça t'est arrivé de te lancer dans un projet comme ça? Parce que du coup, c'est quoi là? On était sur une base de grange, c'est ça? Alors, juste avant la Closeraie, c'était un domaine de réception déjà, enfin une salle de réception Ouais, d'accord, qui hein. existait depuis 20 ans. Ouais. Et voilà, le propriétaire a décidé de revendre. Et donc, on a racheté le lieu et on l'a totalement rénové. Donc, une rénovation qui a quand même duré 18 mois. Ok. Et donc, on a tout refait de A à Z. Donc, on avait vraiment misé sur le potentiel du lieu. Mais historiquement, tu as raison, c'était une grange. Ok, d'accord. C'est un projet qui a été démarré avant Covid, alors? Avant Covid. Ok, ouais. Donc, on a démarré les travaux en 2019 Ok. et on a terminé en fait en 2020, au moment où le Covid est arrivé. Merveilleux. Donc, on a eu le temps de faire 2 événements et on a dû fermer le lieu pendant plusieurs mois avant de reprendre vraiment en 2021. Ok, bah ça a été bien pour revoir ce qui n'a peut-être pas été sur les deux. Exactement, Ouais. ça sert à ça. Ça Ouais. sert aussi, ça permet de faire les ajustements, de se tester et puis de finir quelques travaux parce qu'il y en a toujours dans un domaine de réception. Bah ouais, c'est Il y a clair. toujours des travaux à faire. Non, puis c'est un lieu qui a vraiment du cachet. Et aujourd'hui, je pense que nombreux sont les mariés qui consultent via des plateformes comme mariage.net ou ne serait-ce Instagram ou Facebook. C'est un lieu qui fait déjà beaucoup parler aujourd'hui. C'est à peu près combien d'événements à l'année, la Closeraie aujourd'hui? Alors, la Closeraie, c'est à peu près 70 événements, dont 40-45 mariages. Donc oui, quasi tous les week-ends de l'année qui sont occupés par des mariages, avec un planning de réservation bien rempli, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, les mariés prennent pas mal d'élan pour avoir des dates, les dates souhaitées. Voilà, donc globalement, pour répondre à ta question, c'est ça, c'est entre 40 et 50 événements. Ok, très bien. Et aujourd'hui, on en parlait dans les podcasts précédents, on donnait des conseils aux mariés justement sur la sélection du jour du mariage. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir justement des demandes en semaine ou des choses Oui. comme ça? Ouais. Oui, tout à fait. Et ça se réalise sur du mariage? Ouais. On en a eu surtout au moment du Covid, puisqu'il y avait les reports, il n'y avait plus de dates. Donc, en fait, les personnes réfléchissaient autrement. Donc, on a eu des mariages en semaine. Ça se tasse un peu. Donc ça, Ouais. c'était surtout l'année du coup 2021-2022, L'année c'est ça? 2021-2022, oui. On a D'accord, eu ok. quand même quelques mariages en semaine l'été l'an dernier. Mhm. Mais voilà, on voit que c'était quand même une tendance. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'avoir tout le monde, même en faisant un save the date bien à l'avance. Ouais. Les gens travaillent en semaine. Ouais, carrément. Puis après, c'est vrai qu'au niveau du projet de mariage, pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se projeter 3 ans à l'avance. Ouais. Mais pour aujourd'hui être certain, on va dire, sur un mois assez classique comme juin, juillet, août, pour avoir la Closeraie, combien de temps à l'avance il faut s'organiser? C'est 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans, voire même 2 ans et demi. Clairement, Ok. là, on est avril 2024. Le mois de juin 2026 est en train de partir. Être réservé, Mais ouais, quoi. il est réservé. Retenez bien l'information. Si aujourd'hui vous voulez un lieu avec du cachet dans un secteur comme Reims, qui est assez prisé dans le monde du mariage, c'est généralement 2 ans et demi à l'avance, en tout cas pour ce qui est de la Closeraie sur les dates importantes. Ah, puis la Closeraie, je trouve la merveilleuse particularité, c'est vraiment c'est très près de Reims. Oui. Tout à l'heure, quand je l'ai mis sur le GPS, je me suis rendu compte, en fait, c'est vraiment près de chez nous. Et beaucoup de salles peuvent être très jolies, des domaines peuvent être vraiment magnifiques, mais s'ils sont à 1 heure de Reims, faut pouvoir y aller, il faut pouvoir que tes invités puissent revenir aussi. Il faut loger tout le monde sur place et c'est très compliqué. C'était le critère.
En fait, la recherche, elle a été longue. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais quand on veut ouvrir son domaine de réception, en fait, c'est surtout un sujet immobilier. La recherche, elle a été longue puisqu'elle a duré entre 3 et 5 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, on a vu beaucoup de choses, mais éloignées de Reims. Et le critère, c'était vraiment d'être en hyper proximité. On est les seuls, je pense, à être dans ce style de lieu, si proche de Reims, puisqu'en 5 minutes, on est dans le centre-ville. C'est ce qui justifie aussi le fait qu'il faut beaucoup d'avance, c'est parce que c'est très prisé, parce que la proximité pour les gens qui ont la quasi-totalité de leurs amis et de leur famille sur Reims, c'est ça aussi qui fait l'efficacité d'un lieu comme celui-ci, parce qu'on parle aussi pour les mariés, mais on parle aussi pour les pros, parce qu'on va être aussi suivi par de nombreux professionnels qui veulent aussi se lancer dans ce type de projet-là. Donc voilà, 4 à 5 ans, c'est quand même une grosse charge de travail pour en venir à un projet aussi bien fini que celui-ci, je pense. Ouais. Parce que toi, du coup, Cécile, avant d'avoir la closerie, qu'est-ce que tu faisais dans la vie Alors moi, j'ai passé presque 20 ans au Crédit Agricole. D'accord, ok. En tant que RH, donc dans les ressources humaines, donc à recruter, à de la gestion de carrière et de la formation. Donc j'ai en fait réfléchi sur des lieux de formation, sur des espaces de formation, puisque j'ai créé le campus de formation. J'ai réfléchi à la création du campus de formation du Crédit Agricole. Et mon dernier job, j'étais directrice du village Baïséa. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, très bien, oui. Ça héberge des startups à Besançon. Ouais, okay. Voilà. Donc là aussi, c'était une façon finalement de se réunir autrement, puisqu'il y avait des espaces événementiels. Donc j'étais quand même pas mal sensibilisée sur ce sujet de où est-ce qu'on peut organiser un événement près de Reims, mais plutôt sur la partie pro. Et puis pour la petite anecdote, ma sœur s'est mariée, elle est dans la région parisienne, elle m'a demandé de chercher un lieu pour son mariage près de Reims, et c'est là où on s'est rendu compte en fait que c'était compliqué. Très compliqué quoi. Ouais. Il y avait très peu d'offres face à la demande, quoi, en fait. Ouais. Exactement. Et du coup, concernant ton lieu, comment tu le présentes justement à un couple de jeunes, de futurs mariés qui vient se présenter, parce que on peut le voir justement à la caméra qu'en arrière-plan, on a un magnifique jardin, du coup, dans lequel on peut s'en servir dès la cérémonie, hein, c'est ça, la cérémonie laïque, ouais. Donc comment ça se présente en fait au niveau des différents espaces comment je le du lieu. Présente, c'est vrai que une visite ça dure entre une demi-heure et 1 heure forcément. Les clients qui viennent visiter ont déjà vu des photos, se sont déjà projetés parce qu'ils ont aussi pu voir ce qu'on pouvait y faire. Mais c'est vrai que le jardin, tu en parles Nicolas, en fait c'est un endroit où on peut en fait accueillir des cérémonies laïques. Aujourd'hui il faut se dire qu'un mariage sur 2 c'est une cérémonie laïque. Et donc le jardin, il est sympa en ça, puisqu'il est, encore une fois, on est à côté de Reims, mais dans un cadre, dans un écrin de verdure. C'est pas trop grand, pas trop petit, ce qui fait qu'en fait, on peut faire quelque chose, une cérémonie intimiste. C'est très convivial. Et puis voilà, on est entouré d'arbres, on est entouré de végétation. Non, c'est assez sympa. C'est une vraie dose de nature. J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des voisins autour ou pas forcément ? Oui, on a quelques voisins. Ok, d'accord. Ouais. On est, encore une fois, on est juste à côté de Reims, donc il y a quelques voisins. Ce qui justifie le limiteur de décibels qu'on a pour nos amis DJ. Obligation. De plus en plus, de toute façon, c'est des règles. Ça vient toujours d'un excès, hein, une succession d'excès avec la musique, mais en soi, ça reste domptable pour mes confrères DJ. Vous le saurez. Et en termes de capacité, parce que je pense qu'on n'en a pas encore parlé, pour combien de minimum, maximum, combien d'invités on peut avoir ? On limite à 90. Ouais, voilà. 90, on pense que c'est la bonne capacité. Alors déjà, on a des normes à respecter, mais aussi par rapport à l'accueil, par rapport à la qualité de l'expérience pour les invités. Voilà, 90, c'est bien. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans les tendances, on voit que le mariage a quand même tendance à se resserrer en termes de format, et que la tendance, elle est plutôt sur des formats intimistes. Ouais, complètement. Voilà, on est un plus petit comité, et c'est en ça, je pense que le lieu marche bien. Dans la tranche vraiment 60, 90 personnes, allez, max une centaine de personnes. Mais en tout cas, pour ce qui est en place assise, tu te limites limite, c'est déjà une belle limite, mais 90 personnes. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Donc vous saurez que la closerie est un lieu plein de charme, mais aussi qui a ses limites en termes de capacité. Voilà, de 60 à 90 personnes, ce qui vous permet, je pense déjà d'inviter l'essentiel de vos amis, familles, et de profiter d'un extérieur justement qui vous permet de faire la cérémonie, le vin d'honneur, vraiment dans des conditions
agréable lorsque la météo vous l'accorde. Mais non, en tout cas, c'est vrai que c'est un super lieu. C'est un lieu qui, je trouve, a le charme de l'ancien et qui est pourtant entièrement rénové. Donc, il n'y a pas les problèmes. On n'a aucune prise nulle part, ce genre de choses, au niveau de l'eau. Donc, tout est neuf finalement. Et ça, avec les poutres apparentes, c'est vraiment magnifique, je trouve. Petite question, du coup, c'est 90 pour le repas ou 90 même pour le vin d'honneur? On ne peut pas aller plus de 90. Pour le vin d'honneur, on peut monter un petit peu. D'accord, on peut monter un petit peu. Après, une centaine. En fait, une centaine pour le vin d'honneur. Okay. Mais ça, c'est pareil. On voit aussi de plus en plus, finalement, c'est le même groupe qui est là pour le vin d'honneur, pour la cérémonie et pour le restant de la soirée. Oui, j'ai remarqué aussi. Oui. Avant, on avait beaucoup. Toi, ça fait plus longtemps que tu fais des mariages que moi, mais. Bah ouais, sur la dizaine d'années d'expérience que j'ai dans le milieu du mariage. Alors, hormis certains où voilà, on va avoir beaucoup plus de personnes au vin d'honneur, mais ça c'est quand même plus rare aujourd'hui. On reste sur le même nombre d'invités au vin d'honneur que le nombre d'invités au repas. Donc en tout cas, dans les tendances, on voit vraiment quelque chose de linéaire. Voilà, c'est pas moitié qui s'envole arriver au repas. Donc c'est vrai que le lieu c'est pas bien. Puis c'est progressif quand on reste dehors et puis on découvre l'intérieur seulement ici une fois qu'on arrive sur les coups de 20h, 20h30 lorsqu'on est sur des belles journées, quoi. Tout à fait. Alors il y a certains clients qui pensent que c'est délicat effectivement d'avoir un groupe au vin d'honneur que l'on remercie et ensuite pour passer au dîner. Ça se fait bien quand même, ça se fait, les gens le font assez naturellement. Pour autant, c'est vrai que c'est aussi très agréable et convivial de pouvoir garder le groupe tout au long de la soirée. Oui, c'est clair, complètement. Comme on avait commencé à parler des tendances justement, est-ce que tu as vu une évolution des tendances, par exemple, sur la décoration, toi qui as une salle de mariage, un domaine? Alors, une évolution des tendances. Moi, je ne suis pas très ancienne, finalement, sur le mariage, puisque j'ai 4 années de recul. Des tendances en tant que telles, on vient d'évoquer le format plus intimiste. Ce que je peux observer par rapport, en fait, le mariage tel qu'on l'entendait les années précédentes, puisque je ne le vivais pas en tant que domaine, mais en tant que... j'ai déjà cherché un lieu, etc. Je pense que le lieu est quand même vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens cherchent avant tout un lieu qui va dégager quelque chose qui est naturellement beau, puisqu'en fait, on est quand même à la recherche de simplicité, d'authenticité, de choses comme ça. J'ai le sentiment qu'on fait moins de décoration. Dans tous les cas, la décoration, il y en a toujours beaucoup, mais elle est différente. Il y a aussi toutes les valeurs éco-responsables qui rentrent en jeu, ce qui fait qu'on achète moins, peut-être on achète moins d'équipements, moins de décoration, moins de choses. Donc en fait, le lieu va devenir vraiment extrêmement central dans la recherche. Oui, c'est une tendance que j'ai pu remarquer aussi. J'ai vraiment l'impression que il y a peut-être 5 ou 6 ans, on avait beaucoup de... Comment on appelle ça, des salles des fêtes qui étaient énormément décorées pour justement cacher ce côté salle des fêtes, alors qu'aujourd'hui les gens recherchent des beaux domaines et finalement ils s'y retrouvent aussi dans le compte parce qu'ils payent pas 5 000 € de décoration et c'est justement du prix qu'ils peuvent mettre dans le domaine pour avoir un lieu qui a beaucoup plus de charme naturellement. C'est ce que je dis souvent dans les visites, c'est qu'en fait il y a certains lieux plus simples, plus aseptisés, où on va mettre le paquet sur la décoration, ce qui fait qu'on va faire beaucoup de dépenses. Et au final, d'ailleurs, la remarque que j'ai sur chaque visite, c'est en fait, c'est déjà décoré. Alors, c'est pas décoré au sens où je voudrais pas, moi, mettre de la décoration, puisque chacun est libre aussi de personnaliser le lieu. Pour autant, il y a quelques éléments qui font que c'est déjà convivial, c'est déjà chaleureux. Donc, si on devait faire un point sur la partie décoration concernant la closerie, c'est qu'ici, vous avez déjà un lieu qui a une multitude de décorations à disposition, ce qui vous évite justement d'avoir trop à investir, mais on peut encore personnaliser un peu à son goût. Et puis c'est important. C'est ni trop ni pas assez, ça donne encore de la liberté à celles et ceux qui voudraient justement rajouter de la décoration. Donc ça, c'est un bon point là-dessus. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur Instagram, je vais vous rajouter quelques petites images pour que vous puissiez justement découvrir celui en direct. Ok, impeccable. Toi, quel conseil tu donnerais à un couple qui justement est en train d'organiser son mariage et qui peut-être cherche un lieu de mariage? Des critères, des critères, des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, à Reims ou dans la région, en tous les cas, on a des lieux avec des styles vraiment différents.
On va trouver des châteaux, alors pas forcément à Reims, mais dans les environs, dans les Ardennes, complètement. On va trouver des caveaux, tout ce qui est maison de champagne. Castelnau, on a aussi également Comtesse Lafont, qui a un château à Épernay. Exactement. Étant sparnacien, du coup, je donne mes références de chez moi. Mais oui, c'est vrai que c'est de plus en plus. Ouais. On va trouver des salles, des fêtes plus classiques, puis on va trouver aussi des lieux privés, comme la Closeraie. Bon, les lieux privés sont pas tous pareils, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de définir ce qu'on a envie de faire. Voilà, les couples sont différents. Forcément, quand on se marie dans un château, on renvoie pas la même image. En tous les cas, on vivra pas la même journée que dans un lieu comme le nôtre. Où on va enfin, clairement afficher un style qui est un peu moins ostentatoire. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Bien sûr. Ici, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est une grange, une ancienne grange qui a été rénovée. Voilà, on a des poutres en bois, on a de la pierre, on est dans la nature. Voilà, pour un mariage un peu de style bohème chic, un peu tout ce qu'on voit champêtre ces derniers temps, aussi, champêtre, campagne chic, il y a plein de dénominations. Tous les thèmes. Voilà, en fait, c'est souvent ce qui amène le client vers notre lieu, en tous les cas. Mais donner un conseil, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout définir la journée, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, parce qu'il faut se dire que quand on repense au mariage, qu'on le vive pour nous ou qu'un événement où on est allé, on se rappelle souvent du lieu, pas qu'on se rappelle du lieu, on se rappelle si on a bien mangé ou pas, on se rappelle de l'ambiance. Mais le lieu, c'est quand même ce qui va venir imprimer dans les souvenirs, c'est ce dont on se souvient. Donc voilà, comme conseil, c'est surtout définir qui on est, parce que parfois j'ai des visites où ils font le tour, mais ça arrive. Parfois certains viennent parce qu'ils veulent la Closeraie, d'autres ont fait le tour, mais quand je leur demande où ils sont allés visiter un château, ils sont allés visiter voilà, une salle des fêtes, sont allés... Et je pense qu'ils se cherchent encore. Moi, je pense que pour gagner du temps, déjà définir qui on est, ce qu'on a envie de faire, voilà, savoir ce qu'on veut. Il faut que ce soit une prestation qui nous ressemble lorsqu'on passe par des lieux de réception comme ça, ou qui sont un certain budget aussi, parce que bon, ça se justifie, tout ce travail-là, forcément. Donc c'est vrai que c'est quand même évident de trouver déjà votre style avant justement de vous lancer à rechercher des dizaines et des dizaines de salles, parce que ça restera toujours le critère numéro 1, c'est le lieu. Puis ensuite, après, dans les prestataires, je pense que ça va être le traiteur, photographe, DJ. Enfin, généralement, on est à peu près ex-aequo, nous, dans ce milieu-là. Tout à fait. Et peut-être, pour justement, dans cette recherche, une fois qu'ils savent ce qu'ils veulent, est-ce que il y a peut-être des choses à faire attention quand on visite une salle de mariage, dans le sens où, par exemple, tu vois, moi, en tant que photographe, je dis souvent aux personnes, faites attention à regarder un mariage complet. Pas seulement 2-3 photos d'un shooting, mais vraiment ce que le photographe sait faire sur toute la journée, parce qu'il sera là toute la journée. Toi, est-ce que tu aurais des choses à faire attention sur la recherche justement de la salle ? Alors, la proximité d'une ville, déjà, où le lieu se situe. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être accueillir de la famille qui vient de loin, et il va falloir les héberger. Donc finalement, plus on est proche d'une ville, plus on a une offre d'hébergement qui est importante, puisque parfois on trouve des lieux qui vont être à une demi-heure, 1 heure de Reims, avec très peu d'hébergement. Donc ça suppose que les invités reprennent la route. Ça, c'est important. Et puis la proximité de Reims, elle apporte aussi autre chose. La commodité pour les prestataires. Je ne vous parle pas de tout ce qui est éco-responsable, parce que c'est important pour nous, mais c'est vrai que la proximité ramène aussi des déplacements en moins. Voilà. Et justement, pour rebondir là-dessus, en termes de couchage ici, qu'est-ce qu'on a à la Closeraie ? Alors, on a un petit gîte qui est en fait juste devant la Closeraie, attenant, où on a 3 chambres, 6 couchages. Donc c'est souvent les mariés qui restent pour le week-end, qui vont accueillir leurs enfants, s'ils ont des enfants, ou des copains, la famille. Très bien. Et au niveau du village, il y a des gîtes, gîtes, chambres d'hôtes. Dans les villages aux alentours aussi, puisqu'on a en fait en plein cœur du vignoble. Donc en fait, on a beaucoup de viticulteurs qui ont créé chambres d'hôtes, gîtes. Et puis on a tous les hôtels de Tilloy, Besançon, Tinqueux, à moins de 5 minutes. Donc ça, c'est quand même super pratique. Donc c'est vraiment une offre qui reste intéressante, avec un packaging complet en fait au final de la Closeraie. Oui, tout à fait. Donc ça, pour ce qui est de la partie organisation aussi, qu'on va venir en parler.
À partir de quand on récupère les clés et jusqu'à quand on a justement pour faire le ménage et rendre le lieu. Vous voulez tout savoir. Ah, on est curieux, on est curieux. Alors nous, dans notre fonctionnement, on remet les clés à 14h le vendredi, début d'après-midi, comme ça le couple est souvent d'ailleurs rejoint par les amis, la famille. En fait, le vendredi, c'est la décoration, l'installation, la mise en place, les livraisons des prestataires. Nicolas, je ne sais pas si vous venez aussi souvent vous installer le vendredi. Pour la partie sono, c'est vrai que généralement, pour une question de confort, surtout généralement si en plus on vient faire la cérémonie laïque où voilà, les prestataires, nous, on vient dès 14-15 heures. Si la cérémonie est sur les coups de 16 heures, après avec un vin d'honneur à 17h30, c'est vrai qu'on aime bien installer la veille. Ça évite d'avoir suivi à grosses gouttes aussi sur l'événement, en sachant qu'on va être là jusqu'à 4 heures du matin, parce que le lieu, c'est 4 heures du matin ici, si je ne dis pas de bêtises, voilà, sur la fin de la prestation. Donc voilà, ça fait quand même des journées qui sont assez longues. Nous, on aime bien justement avec mon associé venir installer la veille. En plus, ça permet aux mariés de se projeter un peu, de voir un peu la luminosité, les jeux de lumière, tout ça, le son aussi pour l'organisation. Et déjà qu'il y avait les photos qui donnaient des preuves à l'appui. Mais ouais, nous, généralement, on aime bien venir s'installer le vendredi lorsqu'on n'a pas besoin de faire non plus 200 km lorsque ça nous arrive des fois. Ouais, là c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Mais donc, vendredi installation. L'idée, c'est que les mariés soient sereins le soir. En fait, la décoration est faite, tout est installé, ou en tous les cas en grande partie. Le samedi, du coup, c'est la journée dédiée en fait à l'événement. Le matin, les préparatifs des mariés, et puis l'après-midi, la soirée, le mariage. Et donc nous, on retrouve les mariés le dimanche en fin d'après-midi. L'idée, c'est que le dimanche, en fait, ils puissent refaire un petit brunch, en fin de matinée. Je dis toujours, c'est toujours un peu délicat de se quitter à 4h du matin ou à 5h du matin. C'est pas le moment où on a envie de se dire au revoir ou où on a envie de débriefer. Donc le lendemain, ça permet ça. Et puis ensuite, chacun reprend la route et voilà. Très bien. On arrive le dimanche en fin de journée. On a des mariés fatigués, mais généralement sur leur petit nuage. Heureux et détendu. Donc c'est l'avantage au final que vous proposez à Closeray, c'est une prestation complète. Du coup, si je résume avec dès le vendredi 14h pour l'installation, votre accompagnement à vous, c'est de s'assurer que du coup, en gros, le vendredi soir, tout est quasiment prêt. Ensuite, ils profitent de leur journée du samedi et puis le dimanche, tout en douceur, après un brunch, vous aurez du coup l'occasion d'en profiter encore de ces lieux-là ici avec la météo qui, j'espère, nous fait encore du souci depuis quelques temps. Chez nous en Champagne-Ardenne. Mais on y croit. S'il flotte comme ça, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est obligé. Il n'y aura plus d'eau dans le ciel. Donc, c'est clair. On sait pas. D'ailleurs, la météo est en train de changer. Mais on a bien fait de ne pas tourner dehors. On voulait tourner dehors, mais je pense que ce sera pour une autre fois. C'est clair, carrément. Et du coup, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question dans le podcast, mais ça coûterait combien à un couple d'avoir ton domaine pour un mariage, imaginons l'été 2026 par exemple? Alors, on est nous, on a un tarif qui est de 4 000 € pour la formule qu'on vient d'évoquer à l'instant, en durée, donc du vendredi au dimanche. Et voilà, après, je peux rentrer dans les détails, mais ça comprend le mobilier, la privatisation du domaine, le mobilier de réception, et puis le gîte, la mise à disposition du gîte. Oh, c'est bien. Bon, c'est plutôt correct. Et quand on parle de mobilier, ça va être quoi? Les tables, les chaises. Qu'elles soient rondes ou carrées. Parce qu'il y a certains lieux où vous voulez changer de format de table, avoir des nappes. Bien sûr. Donc là, c'est du tout inclus. Et puis quand on regarde les chaises, elles sont magnifiques, les chaises. Il n'y a même pas besoin pratiquement de les décorer, ou alors peut-être certains le voudront, mais... franchement, je suis agréablement surpris du prix. Au final, en fait, quand on prend sans se rendre compte du contenu, ça peut paraître à un certain prix, mais en fait, au final, le gain de temps qu'on a de ne pas faire venir 36 camions, parce que il y a des sociétés qui font la location, justement, qui ne sont pas du secteur de Reims, parce qu'il faut des énormes entrepôts parfois pour faire du stockage de matériel. Et c'est l'avantage qu'on a ici, c'est que c'est un peu du clé en main, quoi. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Ok, impeccable. Et d'ailleurs, comme on était en train de parler de budget, donc là, toi, en tant que professionnel du mariage, pas forcément en tant que patronne de la Closeray, quels conseils tu leur donnerais sur les aspects budgétaires? Ouais, c'est ça, aider à optimiser le budget d'un mariage. Ouais, alors c'est compliqué. Alors, c'est vrai que nous, ce qu'on peut observer, alors on ne pose pas toujours la question, mais certains clients en fait vont évoquer assez naturellement le budget de leur mariage.
Donc on voit très bien en fait que ça oscille entre des budgets qui restent somme toute raisonnables, mais aussi des budgets beaucoup plus importants. Ce qui est important à mon sens, c'est de bien définir le budget au départ, de se dire quelle enveloppe on a envie ou on peut allouer à l'événement, et ensuite se renseigner sur l'ensemble des prestataires qu'on va faire intervenir, avec bien entendu les incontournables, et puis ce qu'on va pouvoir ajouter par la suite, et surtout arbitrer en fonction de ses priorités. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui le lieu est extrêmement important, d'autres en fait ce qui est extrêmement central, c'est de bien manger, d'avoir un repas de qualité. Pour d'autres finalement ça va être un lieu différent, un repas beaucoup plus cool ou beaucoup plus détendu, mais par contre par contre, un gros budget déco, parce qu'on a envie d'avoir un événement très décoré, ou une animation avec beaucoup de jeux de lumière, par exemple, avec beaucoup de jeux de lumière. Donc j'ai envie de dire, les envies et les priorités vont être différentes selon le couple, et c'est important de bien les définir, de bien les faire rentrer dans le budget, et pour éviter les mauvaises surprises et être sûr finalement de bien booker les prestataires essentiels pour eux. Et ça, c'est vrai que c'est alors j'ai triché puisque du coup on a déjà travaillé ensemble avec Cécile sur plusieurs mariages, pardon. Et aujourd'hui aussi, pour leur faciliter un peu la tâche, tu as un peu un catalogue de prestataires que tu leur proposes qui puissent aussi se projeter peut-être un peu plus facilement en termes de tarifs, du coup, dans la fourchette qu'ils vont devoir prévoir pour leur mariage. Alors déjà, je suis quand même en capacité globalement de répondre quand ils me demandent lors de la visite qu'est-ce que je dois prévoir pour le budget animation, qu'est-ce que je dois prévoir pour le budget. J'ai quand même quelques idées aujourd'hui et je peux leur répondre. Mais Nicolas, par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, c'est que nous, on a une liste de traiteurs et une liste de DJ, d'animation, qu'on impose, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on impose que le client choisisse dans cette liste. Pourquoi ? Parce que pour nous, on a envie que le traiteur et que l'animation soit raccord avec le lieu, qu'on soit dans une qualité de prestation qui soit identique. Et puis, c'est extrêmement pratique quand les prestataires se connaissent, qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et c'est vrai que quand on connaît bien le lieu, on se connaît avec le traiteur et avec l'animateur, tout ça, ça matche bien et les coulisses sont gérées sans que les mariés aient besoin d'intervenir. Pour nous, ça, c'est vraiment extrêmement confortable. Après, pour tout ce qui est autres prestats, nous, on envoie avec le contrat, au départ, en fait, quand les clients réservent, une liste de prestataires coup de cœur, on va dire, un peu chouchou, qu'on a déjà vu travailler, où on a beaucoup de recommandations clients, puisque le dimanche soir, on a un débrief souvent de nos clients. Naturellement, ils vont s'épancher, ils vont raconter leur événement, et si ça va ou si ça ne va pas, on le sait tout de suite. Donc quand il y a plusieurs noms en fait qui ressortent toujours positivement, on sait que eux, clairement, c'est une prestation de qualité et que les clients peuvent y aller les yeux fermés. Et puis, on est quand même aussi à la page, on va dire, en termes de prestataires, d'innovation. Donc, on est force de proposition. Oui, donc en fait, c'est au-delà d'une simple location de lieu de réception, vous avez tout le panel de contacts que vous proposez et que vous mettez à disposition pour des mariés, parce que comme je dis toujours, on ne naît pas organisateur de mariage, donc c'est bien justement d'avoir des conseils justement pour avoir des prestataires de qualité. En plus, j'en fais partie, donc ça me fait très plaisir. Mais non, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte en fait tout le travail qui est fait en amont à la place des mariés qui n'auront pas forcément le temps ou vis-à-vis du stress que ça peut générer l'organisation d'un mariage. C'est l'assurance, on va dire, d'avoir tout de suite des prestataires validés en gros par le lieu de réception. Ils adorent. Bon, super. Donc là, on vient de relancer les caméras et les micros pour la deuxième partie du podcast. Du coup, toi, tout à l'heure, tu nous parlais du budget. Comment tu pourrais résumer les différents conseils que tu as pu nous donner sur justement arriver à avoir un budget qui reste maîtrisé? Ouais. Alors, je dirais que déjà, le point numéro 1, c'est de bien anticiper son événement pour avoir le temps aussi de mettre de l'argent de côté, de bien déterminer le budget, l'enveloppe qu'on a envie d'allouer au mariage et ensuite d'établir ses priorités. C'est-à-dire que les prestataires impératifs
pour le mariage, sachant qu'ils ne seront pas les mêmes d'un couple à un autre. Voilà, être sûr finalement d'avoir du budget pour les prestataires qui sont essentiels selon le couple. Ouais, je trouve que c'est des bons conseils. Hein, plutôt bien. Mais c'est vrai que plus on fait le mariage qui nous ressemble, je trouve, et plus on va pouvoir aussi avoir un budget qui, parfois, même je pense au champagne par exemple, certaines personnes mettent du champagne parce qu'elles ont l'habitude d'en voir au mariage, alors que peut-être faire un vin d'honneur avec des cocktails ou alors avec un vin blanc, ce genre de choses, ça peut être super sympa. Ça permet d'économiser un sacré budget quand même. Oui, ça peut être une alternative. Donc, effectivement. mais c'est ça, ouais. Mais si la personne adore le champagne, bien sûr. Il y a quelques idées à trouver. Après, on est aussi dans une tendance du do-it-yourself. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de YouTube et Pinterest, etc. sont sources d'informations. On peut aussi faire des choses par soi-même. On peut faire appel à des prestataires. On sait que c'est finalement la sérénité et la qualité. On peut aussi faire des petites choses par soi-même, même déléguer à des proches. Ouais, c'est clair. C'est sympa. D'ailleurs, en do-it-yourself, je ne sais pas si c'est un do-it-yourself, mais tu as un très beau mur pour accrocher des flûtes de champagne que tu mets à disposition. Ça, c'est quoi? C'est compris aussi ou c'est en supplément? C'est des choses, Alors, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai qu'on propose en plus de la location de matériel. Donc, avec la salle, on a le mobilier de réception, mais si on a envie d'upgrader finalement sa prestation, on a une activité parallèle de location de mobilier, de matériel pour événements. Valable du coup dès le vin d'honneur, c'est ça? Oui, en fait, quand le client arrive, il m'a fait la liste de ses besoins, de ses envies, et on lui met le mobilier à disposition. Et est-ce qu'on peut venir aussi avec du do-it-yourself qu'on intègre aussi à la partie jardin si, bien entendu, le client est libre de ramener ce qu'il veut. Maintenant, c'est un service de plus, une prestation de plus, puisque c'est sur place. Il n'y a pas à louer un camion ou à payer des frais de livraison. Donc, c'est un service supplémentaire. Toujours dans du gain de temps, ce qui est une très bonne chose. Et donc, dans ces objets, il y a l'objet que tu évoques. Donc, c'est des objets chinés. Certains, ça va être des réalisations maison. C'est le champagne wall, c'est ça qu'on appelle appelle ça? Le champagne, exactement. Qui est fait sur la base d'un ancien tableau d'écolier des années 50. Donc oui, parce qu'à la closerie, il y a quand même pas mal de décorations chinées. C'était aussi l'idée d'avoir de la décoration raccord avec la grange. Un peu le domaine. Okay. Et est-ce que justement, pour le vin d'honneur, tu mets aussi à disposition, j'ai déjà vu certains mariages, tu vois, il y a des petits jeux, des sortes de molki ou ce genre de choses. Je ne sais pas si tu mets à disposition ce genre de choses pour les mariages. Il y a effectivement des jeux d'extérieur. Ah super, et t'as lesquels du coup exactement Alors on vient d'investir dans le Puissance 4 géant, molki, tous ces jeux pour enfants et pour les grands enfants aussi, puisque ça plaît aussi aux adultes. On a dans le jardin d'ailleurs un terrain de pétanque qui plaît beaucoup pour les vins d'honneur, pour les lendemains. Ouais, c'est clair. Voilà. Okay, c'est vrai que sur une durée de 17 heures, on va dire 17 heures, 20 heures sur la partie vin d'honneur, c'est vrai que ça peut paraître long s'il y a des gens qui boivent pas d'alcool, il y a des femmes enceintes, ou des choses comme ça qui peuvent faire que 3 heures en extérieur, ça peut paraître un peu long. C'est bien aussi de dynamiser son vin d'honneur avec justement des activités comme ça. Et c'est encore une chose en plus qu'on va retrouver en intégré dans les formules de la closerie. Il y a aussi, ce sera illustré, du coup, Baptiste nous fera ça à la photo, mais il y a une mezzanine aussi, du coup, ici, avec un baby-foot. Qui peut aussi servir, justement, et même c'est un peu un coin de chill aussi, qu'on peut dire ça, justement, accessible dès le repas, quoi. On a pas mal de préparatifs de mariés qui se font là-bas, en haut, sur la mezzanine. Et puis, c'est comme tu le dis, un endroit un peu sympa. Espace shooting aussi, Tout à fait, espace shooting, complètement. Ok, trop bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup, justement, pour le vin d'honneur, toutes ces petites activités-là, dans le sens où, au début, quand je les voyais, je me disais, c'est sympa, voilà, les invités ont des choses à faire pendant le vin d'honneur. Mais je trouve le plus grand intérêt, c'est que finalement, les invités se rencontrent et parlent entre eux. Oui. C'est vrai que quand on a tous notre flûte de champagne, c'est assez compliqué d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, alors que quand on est tous en train de jouer au molki, etc., c'est assez facile de faire des rencontres. Ça crée du lien. Ouais, c'est ça. Et c'est assez sympa parce que finalement, les 100 personnes ne se connaissent pas toutes forcément. Donc, c'est quelque chose que je trouve assez sympa pour le vin d'honneur. On a parlé du vin d'honneur, mais aussi tout au long de la soirée, ça c'est un petit conseil, c'est de créer des espaces. Et ça, on le voit de plus en plus, c'est une tendance aussi émergente qui est de scénariser
finalement des espaces du lieu, du jardin. Alors ça peut être voilà, un espace de jeu, on vient de l'évoquer, mais ça peut être aussi un espace photo. Ça peut être un espace réalisation de quelque chose, un bar à tatouage, un bar... on voit plein de choses émerger. L'idée, c'est que finalement, deux personnes qui ne se connaissent pas se rencontrent, échangent et puis voilà, vivent quelque chose, souvent autour des mariés. Voilà. Et on voit que c'est plutôt même bien optimisé ici parce qu'on a la partie dans le fond qu'on a juste au niveau du couloir qui j'ai déjà vu pour des photobooths, Ouais. la partie de la mezzanine pour aussi également l'accès baby-foot, tout l'extérieur. Donc c'est vrai que ça fait des zones un peu uniformément réparties pour pas que ce soit trop monotone le temps du repas. Donc moi je sais pas quoi vous dire, hein. Foncez, appelez Cécile de la Closerie pour votre prochain événement, mariage ou même anniversaire. Ça arrive de Oui, il y en a avec des quelques-uns, anniversaires mais les anniversaires s'anticipent moins. Donc, en Oui, fait, souvent, il y a sûr. un problème de date. Ouais. Mais tu as complètement raison. En fait, l'idée, c'est la Closerie, pour moi, c'est une grange, mais c'est surtout une grosse maison, comme une grosse maison de famille où, en fait, on vient vivre une expérience sur un week-end autour d'un mariage, autour d'un anniversaire, où tout le monde va être ensemble à un moment, mais aussi peut avoir dans le week-end un moment où on va aller jouer en extérieur, où d'autres vont se réunir à l'étage pour boire un verre. Voilà, chacun peut vivre aussi un peu sa vie dans un coin, dans un espace de la Closerie. Une offre très complète. Ah, franchement, complètement. c'est cool de voir ça. Tiens, je me posais la question en termes de timing pour réussir son mariage, toi qui en vois du coup énormément par an. C'est quoi pour toi le meilleur timing justement pour le vin d'honneur ou alors pour le repas, pour la soirée, ce genre de choses? Nous, on a déjà répondu à cette question dans un des précédents épisodes. Ouais, Et ça m'intéresserait de savoir moi, je dis ta souvent, vision. alors après, j'aurais tendance à dire que la cérémonie civile, enfin tout ce qui est mairie, j'aurais tendance à conseiller aux couples de la faire avant. Ouais. C'est-à-dire pas le jour J, du mariage, parce qu'en fait, on se met une pression avec des rendez-vous, les invités qui doivent suivre, etc. J'aurais tendance à le faire avant, en plus petit comité. Ensuite, le vin d'honneur, je dis souvent aux couples de ne pas le faire trop tôt. Parce qu'en fait, si tu arrives à 15h et qu'il faut tenir jusque 20h, 20h30, ça fait des longs vins d'honneur. Bon, voilà, on peut imaginer que parfois, on a des week-ends très chauds ou au contraire pluvieux et il faut occuper les gens. Donc finalement, 17h, 17h30, c'est parfait. Et puis un passage à table pas trop tard. Essayer de tenir ces délais-là, c'est pas toujours simple. Mais vers 20h, 20h30. Et puis voilà, bien briefer le traiteur pour qu'il y ait du rythme et qu'à un moment, on puisse lancer la soirée. Lancer la soirée vers minuit, finalement, c'est bien parce que c'est aussi important voilà, c'est la fête. C'est qu'il y ait de la place à ça la nous fête. ça nous fait sourire parce Ouais, que c'est ce carrément. qu'on ressort, c'est vraiment dans les habitudes. Hein. On voit qu'entre prestataires, c'est bien, on a une pensée un peu Et c'est presque la pensée similaire. unique. Quoi. Ouais, c'est la question que j'ai posée à Nicolas il y a 2-3 semaines et il m'a dit 17h, 20h, minuit, c'est comme ça. Et en fait, finalement, c'est exactement ce que tu as dit. Tu as dit 17h, 20h Ah, et mais puis grave. minuit. Ouais, non, mais Donc, on est dans le vrai. Bon, bah, c'est Ouais. bien. On est, là, c'est ça, hein, la cohésion écoute, d'équipe. Attends, entre Tu vois, prestataires. je c'est remettais comme ça en question en plus la semaine dernière quand tu le disais. Je disais, oh, peut-être rentrer en salle un peu plus tard, un peu plus tôt, ce genre de choses. Mais tu vois, finalement, regarde. 17h, 20h, minuit, on y reste. Ok, Voilà. impeccable. Alors, il y a toujours les aléas. Hein. Oui, Ouais, bien sûr, oui, c'est clair. bien sûr. Les surprises des copains ou de la famille qu'on n'a pas anticipées. Voilà, c'est tous les petits ajustements qui font qu'on peut parfois se mettre un petit peu en retard, mais ça se rattrape. Ok, impeccable. Si tu avais, imaginons dans ta famille, ta sœur ou alors ta meilleure amie qui se mariait, quel serait le conseil le plus important que tu lui donnerais pour organiser son mariage, pour qu'elle ait le plus beau mariage possible? Une sélection de prestataires extrêmement bien faite. Ok. C'est-à-dire que je pars du principe que si on a un domaine de réception qui est qualitatif, qui est beau, un traiteur de renom, on sait que voilà, qu'il va fournir aussi un repas de qualité, une animation de soirée de qualité, un photographe qui fait des belles photos, enfin voilà, qu'on book les 5-6 prestataires les plus importants, un petit brief, et ensuite j'ai envie de dire, les organisateurs de l'événement deviennent les prestataires. Oui, c'est vrai. Non, c'est une belle idée. Et comment tu justement repérerais un bon prestataire
si tu devais organiser un mariage, parce que certains Le bon et le mauvais chasseur. ouais, c'est ça, vont avoir de la renommée, vont forcément être plus chers que d'autres, mais tout n'est pas une question de prix sur certains prestataires, comme je vois par exemple avec ton domaine qui est peut-être pas le plus cher dans la région et qui est pourtant excellent. Ouais. Comment tu peux repérer un bon prestataire ou non? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident beaucoup. Oui. On repère déjà sur image. Ça permet quand même de se rendre compte du travail qui est fourni par le prestataire. Le bouche à oreille, alors là, on est à Reims. On parle d'une ville qui est quand même à dimension humaine. Donc en fait, on se connaît rapidement. Le milieu du mariage, finalement, le réseau qui va autour est quand même assez restreint. Donc on connaît vite la réputation des uns des autres. Voilà. Et puis les avis Google, extrêmement important. Ouais, c'est clair. Où est-ce qu'on en écoutez, est du coup dans le podcast là? Moi, j'ai T'as posé fait- toutes les t'as fait petites le tour, questions et je t'ai demandé tous les petits conseils que je pouvais vouloir. Mais, Monsieur Conseil. me Donc, paraît très bien. on peut parler quand même de certaines anecdotes. Alors, c'est vrai qu'on Ouais. on en parlait en off tout à l'heure, mais on demande toujours un peu des anecdotes sur les lieux de mariage et des retours sur soirées de différents prestataires. Mais du coup, toi, tu ne les rencontres qu'avant le jour J. Le jour J, un peu, tu les accompagnes peut-être, je pense. Non, Même pas. Non, même du pas. coup, c'est remise des clés le vendredi. Alors, il y a et, un gros accompagnement entre le moment où ils ont visité et le moment où on va les accueillir, puisqu'il y a plein de contacts, plein de mails, des revisites. Mais après, une fois qu'on a donné les clés, justement, le concept, c'est qu'on les laisse en autonomie, en famille. Et généralement, c'est suffisant pour parce qu'ils éviter ont qu'il y ait été peut-être bien briefés. pour éviter qu'il y ait peut-être une pression aussi supplémentaire Oui, pour tout à eux. fait. En fait, finalement, notre rôle, nous, on n'a plus de rôle à jouer à ce moment-là. C'est d'ailleurs à vous, les autres prestataires, de prendre le relais. Donc, je n'ai pas d'anecdote à proprement dit à raconter. Si j'en avais une, quand même, à faire émerger, parce que ça, c'est exceptionnel et je pense que ça n'arrivera qu'une fois, c'est le mariage où on a eu une demande du groupe de rap Big Flo et Oli qui nous a demandé à venir tourner son clip pendant le vin d'honneur de ce mariage. Donc ça a été tout un travail réalisé en coulisses avec l'accord des mariés, bien sûr, où finalement les invités n'étaient pas au courant. Et en fait, ils ont fait la surprise en dernière minute. Donc au cours du vin d'honneur, vous les connaissez, Big Flo et Oli sont arrivés, on fait un petit concert et séance photo, etc. Donc ça, c'est un souvenir. Et là, on était là. Et c'est un souvenir juste génial. Ah, mais c'est trop bien. Ça. Ouais, je l'ai vu. Incroyable. Je me D'accord. souviens. Donc la justement, un chanson peu des off, J'étais pas là. Le clip, en fait, il est tourné. En fait, ils se sont invités dans différents événements et on voit la closerie à plusieurs reprises dans leur clip. Et je crois dans le making of, ils parlent. Je crois qu'ils avaient été contactés sur Instagram par une des invitées du mariage et du coup ils avaient répondu présent pour venir et ils étaient venus du coup, ce qui a dû être beaucoup de pub en plus pour la closerie. Pour nous, c'était génial. C'est top. Hein. Il y avait une petite scène et tout qui avait été montée, c'est ça. J'avais suivi un peu. Ouais, non, franchement. Ah, puis là, par contre, le vin d'honneur, on peut pas dire qu'on s'ennuie quand il y a Big Flo et Oli qui arrivent pour tourner un clip. Ouais, grave. Non, alors c'était d'ailleurs un défi parce qu'il fallait pas non plus que le concert prenne le pas sur le mariage. C'est l'événement d'une vie. Mais voilà, on avait des mariés qui étaient extrêmement enchantés et souvenir génial. Donc, cette anecdote, je l'évoque parce que, encore une fois, je pense qu'elle n'arrivera qu'une fois. Non, c'est clair. Grave. Moi, si je voudrais juste parler d'une chose, c'est de la solidité du matériel qui est mis à disposition ici. Parce que moi, du coup, c'est vrai que nous, on est amené à avoir un peu plus d'anecdotes ou de vécu parce que, comme on le dit, on est là du début jusqu'à la fin de la prestation. Et vous savez bien qu'en fin de prestation, lorsqu'on arrive à 4h du matin, on a des belles surprises. Et je suis étonné de la solidité de ces portes qu'on a ici pour avoir l'accès aux toilettes. Je les ai vues claquer à peu près, je pense, 150 fois en 4 ou 5 prestations. Donc, l'avantage de la closerie, c'est que la caution, elle ne saute pas comme ça. Vous en avez la certitude et je valide, c'est du costaud. Impeccable. Merci Nicolas. Bon, bah super. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent du coup sur le podcast Jour J, podcast du mariage. Merci à toi Cécile d'avoir répondu présent, de nous avoir accueillis chez toi. On est très content avec Baptiste du coup de pouvoir avec le soleil tourner un épisode et on vous remercie de nous suivre du coup sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube et aussi les podcasts différents. C'est ça. Sur toutes les plateformes. Sur Spotify, Apple Music, Deezer, partout. On est partout. Merci à vous. Impeccable. Merci Nicolas et Baptiste. Au revoir.